Bonjour à tous, bonjour Charles Vallerand. Je tiens à saluer l'initiative de la Coalition pour la diversité culturelle, l'INRS et l'Université Laval d'organiser une conférence internationale pour le 10e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est un moment très important pour moi et pour nous tous. Cette convention, vous le savez, elle a soulevé un vent d'espérance à travers le monde quand elle a été promulguée en 2005. Elle signifiait que nous disposions en quelque sorte, enfin, d'une sorte de constitution universelle de la diversité culturelle. Elle s'adressait en premier lieu aux États et elle avait l'immense mérite de présenter un cadre, des balises, des repères pour appréhender la diversité culturelle, je dirais, le mieux possible dans toute sa complexité, et en évitant aussi les abus d'interprétation dont cette diversité culturelle peut parfois faire l'objet, parce que c'est une notion très plastique, comme l'est d'ailleurs la notion de culture. Ce qui me paraît très important dans cette convention, et que je me plais à souligner très régulièrement, c'est qu'elle pose un certain nombre de principes fondamentaux qui sont essentiels pour bien comprendre ce dont on parle et comment les choses s'articulent. D'abord, il s'agit de bien respecter les individus à établir leurs propres choix culturels. C'est très important. C'est en quelque sorte la question des droits culturels des personnes qui est posée ici. Il s'agit, quand on parle de promotion de la diversité culturelle, de respecter aussi les droits de l'être humain et les libertés fondamentales, bien entendu. Et tout cela constitue un outil véritablement de protection et de la diversité culturelle. Il s'agit aussi de protéger cette diversité en promouvant aussi le principe de démocratie, le principe de tolérance, le principe de justice. Tout cela est tout à fait lié. Et puis, qui dit protection de la diversité culturelle dit nécessairement solidarité, coopération internationale en faveur de cette idée, de ce principe, dans un esprit aussi, j'allais dire, de développement durable, en quelque sorte à l'instar de la biodiversité qui nécessite aussi de s'inscrire dans la durée. J'ajouterais aussi que la Convention, elle souligne la nécessité de protéger la culture dans les négociations internationales. Et on pourrait même dire de la protéger parfois des négociations internationales quand elle porte sur des aspects uniquement commerciaux, et que les questions de culture pourraient être traitées là comme des biens de consommation comme tous les autres. Alors, voilà, tout ceci constitue des garde-fous qui me semblent importants, mais, il y a des mais, tous les pays ne reconnaissent pas la Convention aujourd'hui, même si aujourd'hui 134 parties l'ont signée. Et puis, toutes les parties signataires ne respectent pas forcément l'esprit de la Convention dans tous ses détails, dans ses principaux attendus et dans sa globalité. Or, nous le savons bien, c'est dans cette globalité que la Convention prend tout son sens. Mais nous savons aussi que c'est un work in progress, cette protection de la diversité culturelle. En tout cas, tout ceci nous rappelle que la situation et la protection des arts, des artistes, de la culture, des producteurs de culture, mais nous sommes tous des producteurs de culture, est la pierre de touche d'une société réellement libre. Et la liberté, dans un monde de contraintes, eh bien, c'est une quête permanente, donc nous avons encore beaucoup de chemin devant nous. Mais alors, comment répondre à la question que vous posez dans cette table ronde, Charles? Comment repenser le rôle des politiques culturelles aujourd'hui pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles? Bien, je répondrai d'abord à cette question par un détour. La question de la protection de la diversité culturelle n'est pas qu'une affaire de politique culturelle des États, mais aussi une affaire des pouvoirs locaux, une affaire de coopération internationale, une affaire de politique des Nations Unies et une affaire de citoyens.
L'UNESCO a été, heureusement, aux avant-postes de ce combat. En Europe, le Conseil de l'Europe a aussi beaucoup œuvré dans la même direction. À son niveau, Cités gouvernements locaux unis a fait aussi un travail tout à fait remarquable en faveur de ce que l'on appelle l'agenda 21 de la culture, qui reprend dans l'esprit tout le travail entrepris par l'UNESCO pour la protection de la diversité culturelle. L'ONU, aujourd'hui, ne devrait-elle pas maintenant s'engager beaucoup plus clairement en faveur de cette protection et promotion de la diversité culturelle? Sa responsabilité est nécessaire par rapport aux enjeux que nous évoquons. Alors, cela est d'autant plus vrai, vous le savez, que l'actualité de par le monde nous informe de drames terribles concernant le patrimoine même de l'humanité. Je songe en ce moment à la situation de la cité de Palmyre, qui est tombée sous le joug de djihadistes. Mais remarquez bien une chose, bien souvent, les totalitarismes, ou presque toujours d'ailleurs, s'en prennent d'abord aux intellectuels, aux artistes, aux journalistes, les menacent et parfois les assassinent. Et on voit aussi que ici et là, dans le monde, nos patrimoines, parfois des patrimoines millénaires, sont menacés, sont détruits. Donc nous voyons bien qu'il y a là un combat extrêmement important à mener. Alors il faut aussi associer bien sûr les autorités locales à ce combat, parce que c'est d'abord au niveau local que se joue cette question de la possibilité pour chacun de choisir sa propre culture. Développer les échanges en matière artistique et culturelle, ça me paraît aussi très important, parce que finalement c'est une pédagogie, ce développement des échanges en matière artistique et culturelle. Si nous pouvions, à l'échelle chacun de nos continents et à l'échelle mondiale, développer des programmes en faveur de la jeunesse, en faveur des jeunes, pour qu'ils prennent beaucoup plus conscience de la nature interculturelle de la culture, mais par l'expérience, par le contact, par leur relation aux autres. Et puis, développer les échanges artistiques, ça me paraît aussi extrêmement pertinent et important, et pour cela, il faut aussi que tous les pays apprennent à lever un certain nombre de freins, parce que les artistes ne sont pas toujours libres de se mouvoir, soit de quitter leur pays, soit de venir dans un pays où ils sont par ailleurs invités par des porteurs de projets qui souhaitent les associer à une manifestation. Donc voilà quelques enjeux qui me paraissent importants. Et puis, parallèlement, il faut veiller scrupuleusement à la situation des artistes, à la situation des intellectuels, des écrivains, des plasticiens, des cinéastes, des musiciens. Et pourquoi, par exemple, ne pas élaborer demain une sorte de carte-crise des situations de difficulté, des situations de répression des artistes et des intellectuels de par le monde. J'allais dire pour conclure peut-être que l'une des tâches qui reste devant nous, ce serait de travailler à l'émergence d'un grand mouvement citoyen de par le monde pour la diversité culturelle et pour le dialogue interculturel. Les institutions seules ne feront pas le travail. Nous avons besoin du point de vue aussi des citoyens. Nous avons besoin de regards éclairés, d'esprits qui travaillent aussi ces questions, mais la force aussi de la parole citoyenne permettra de continuer de faire avancer cette belle cause qui nous rattache tous ensemble. Je vous souhaite de bons travaux. Je suis désolé de ne pas être avec vous, mais en tout cas virtuellement je le suis, et mes pensées vous accompagnent. À très bientôt.